Hey! On est le 21, Noël c'est dans quelques jours, et pourtant dans cette vidéo, pas de festivité, un minimum de sourire, et surtout un air grave, à la hauteur du sujet qu'aujourd'hui je vais essayer de traiter. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui touche une majeure partie de la communauté au pair, mais pas seulement. Que tu sois immigré dans un pays étranger, expatrié, étudiant d'échange, ou simplement que tu vas vivre à l'étranger pendant quelques temps, il y a un moment où il y a de fortes chances que tu te frottes à ce qu'on appelle le mal du pays, ou homesickness. Générique. Dans cette vidéo, je vais essayer de traduire tout ça en trois grandes parties. Vraiment une explication de ce qu'est le mal du pays et ce que ça peut engendrer, en continuant sur des témoignages, sur ce que des au-pairs m'ont envoyé, ce que des au-pairs ont partagé avec moi, et finalement savoir si oui ou non il y a des solutions, s'il y a des petites choses au quotidien qui peuvent endiguer, freiner ce phénomène de mal du pays. Premièrement, le mal du pays, qu'est-ce que c'est? Si on prend une définition large du sujet, et sans prendre en compte qu'on parle que d'au-pairs ici, c'est le fait de mal s'adapter, d'avoir des difficultés d'intégration et d'adaptation dans une culture qui est étrangère ou dans un pays qui est étranger. Parce que bien sûr, le mal du pays n'est pas quelque chose propre aux au-pairs aux États-Unis, un Allemand partant en Suède, un Japonais partant en Australie, toute culture migrant ailleurs aura forcément des soucis d'adaptation, plus ou moins évidentes, encore une fois. Mais ici, on va traiter beaucoup plus d'au-pairs dans sa généralité, étant donné que c'est le concept de ma chaîne. En soi, à savoir que le mal du pays et homesickness sont considérés comme des maladies. Alors bien sûr, pas la maladie très précise où tu as besoin de médicaments, où tu as un traitement, mais à savoir qu'il y a plusieurs symptômes qui vont définir effectivement une personne avec le mal du pays. Ça peut commencer par une simple nostalgie, se dire mon pays, ma vie était mieux, se dire qu'effectivement on manque de quelque chose, qu'il y a une pièce qui n'est plus là aujourd'hui. Ça peut être de la mélancolie, se dire que notre vie ici est nulle, que notre quotidien ne nous plaît pas. Ça peut être effectivement un quotidien morose qui va créer un peu ce phénomène. Mais ça peut aussi aller jusqu'à la dépression. Et tous ces facteurs psychologiques vont malheureusement créer des maux tels que l'anorexie. Beaucoup d'au-pairs aujourd'hui ne s'alimentent plus, ne mangent plus, n'ont plus faim, n'ont plus l'envie de se nourrir. Et c'est quelque chose qui va créer une frustration, une fatigue constante et une baisse de morale incroyable. Par rapport au témoignage, je ne pouvais pas vous parler de mon histoire étant donné que je n'ai pas de homesickness, que je n'ai pas de mal du pays, que ma vie ici est, je vais le dire, mieux qu'en France. Et je me suis dit qu'au lieu d'aller sur internet, au lieu de lire des bouquins, au lieu de regarder des vidéos de personnes qui se plaignent, je me suis dit que j'allais vous demander à vous. Je me suis dit que j'allais écouter ce que vous aviez à me dire, ce que vous aviez à m'offrir, et ce que vous vouliez partager avec le monde. C'est pour ça qu'il y a 2 mois, j'ai mis un message sur un groupe Facebook, un des plus gros groupes Facebook d'au-pairs que je connaisse, on est quasiment 3000, futurs, actuels, anciens au-pairs, pour savoir un peu comment est-ce que s'était passé cette période, ce mal du pays, comment est-ce que ça avait été ressenti, comment est-ce que ça avait été géré, comment est-ce que ça avait été surmonté, pour celles qui l'avaient surmonté, et comment ça les avait détruites, pour celles qui s'en étaient pas remises. Sur ce post qui date d'il y a exactement 2 mois, je l'ai posté le 21 octobre, on est le 21 décembre, j'ai eu 15 réponses dessus et j'ai eu 35 messages en privé. Sur ces quasiment 50 messages, ici je vais en parler de 6. 6 qui m'ont marqué, 6 qui font la liaison entre tous les autres. Parce que même s'il n'y a pas un schéma qui est réellement défini, je veux dire, on n'est pas homesick le 4e jour pendant 3 jours et demi, ensuite tout va bien pendant 3 mois, puis ensuite au bout de 2 jours et quart ça va pas bien, non. Il n'y a pas de format prédéfini, même s'il y a des choses qui se rejoignent fréquemment. Ici, rien n'est inventé. Tous les messages sont originaux. Toutes les citations ici ont été prises mot pour mot. Je n'ai rien enjolivé, je n'ai rien modifié, je n'ai rien accentué, je n'ai rien modifié. Tout est là, tout est présent, tout est authentique. On va commencer par parler de Léa, cette au-pair qui n'a pas eu de mal du pays de toute l'année. Elle a passé son année d'au-pair, tout s'est très bien passé. Mais vers la fin de l'année, après 11-12 mois, elle m'a expliqué qu'effectivement, elle commençait à en avoir marre et qu'elle commençait à se sentir homesick. Que chez elle, ça se présentait par une baisse de morale, par une fatigue accrue, par une fatigue vraiment persistante. Et qu'après 1 an, elle avait besoin de rentrer chez elle. Elle m'a expliqué que vivre dans une culture différente, dans une culture où il peut y avoir un choc culturel, dans un autre pays, une autre langue, effectivement, c'est quelque chose que tu peux tolérer pendant un temps. Quelque chose que tu peux tolérer sur un long terme. 6, 7, 8, 9, 10 mois, 1 an. Mais à un moment, cette culture que tu tolères, tu peux plus. Ça prendra le temps que ça prendra peut-être 1 an, peut-être 2, 10, 15, 20. Mais il y a un moment où tu te diras, j'ai besoin d'être chez moi. Alors Léa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit qu'elle allait prendre 2 semaines pour rentrer en France, pour voir ses parents, pour voir sa famille, et qu'elle allait revenir. Cette solution, elle est à double tranchant. Vous pouvez très bien passer 2 semaines de folie, vos amis, votre famille, voir absolument tout ce que vous voulez, faire tout ce que vous voulez, et vous allez rentrer boosté comme jamais, prête à reprendre le boulot avec votre quotidien que vous connaissez, et vous allez être complètement à bloc pour donner tout ce que vous avez. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi passer 2 semaines incroyables, vous pouvez passer 2 semaines fantastiques avec tout le monde, et vous rendre compte que les au revoir sont beaucoup plus déchirants que les premiers quand vous êtes parti. C'est extrêmement fréquent que lorsque votre famille vient vous voir aux États-Unis, ou que vous retournez pour quelques jours, 1 semaine, 2 semaines dans votre pays d'origine,
pas parler que de la France, parce que j'ai aussi des Belges, des Suisses qui suivent mes vidéos. Devoir quitter votre famille va vous mettre dans un état psychologique complètement au plus bas. Et vous allez en chier pendant, en moyenne, des 50 messages que j'ai reçus, entre une semaine, 10 jours et 2 semaines. Principalement 2 semaines. Donc si vous voulez retourner vous ressourcer avec votre famille, faites bien attention et assurez-vous que vous êtes assez solide. Maintenant parlons de Charline, une autre au pair. Charline, c'est un peu différent. Après 2 mois, elle est partie en rematch. Sa famille, c'était une catastrophe, ses hosts, une horreur. Déjà, premier élément de stress, premier élément stressant, le rematch. Le problème, c'est que c'était la période de Noël. Deuxième chose, ce qu'on mentionne pas assez souvent, c'est qu'effectivement, les fêtes telles que Noël, Hanouka, et je vais m'arrêter là parce que je suis une bite en religion et j'ai pas envie de dire n'importe quoi par rapport aux fêtes religieuses, mais toutes ces fêtes, on va partir du principe, on va dire qu'on a 21 ans. Il y a plein de personnes qui ont moins de 21 ans, plein qui en ont plus, on va dire qu'on a 21 ans. Donc ça fait plus ou moins 21 ans que vous et moi, nous fêtons Noël, Hanouka, toutes nos fêtes effectivement qui sont religieuses ou non, ces fêtes qui nous rassemblent, ces fêtes où on est en famille, où on se sent juste bien. Ces fêtes aujourd'hui, vous voulez passer à l'étranger, pour la première fois sans votre famille pour beaucoup d'entre nous, avec des gens que vous appréciez plus ou moins, ou seuls. Beaucoup de pères se retrouvent seuls pour Noël, leurs os vont juste ailleurs, dans d'autres états, dans d'autres pays, et laissent l'opère ici toute seule, pour Noël, pour le jour de l'an, et se retrouvent juste sans personne. Et ces périodes, qui peuvent être en fin d'année ou en plein milieu, toutes ces fêtes, toutes ces occasions que vous aviez de passer avec vos amis, avec votre famille, aujourd'hui vous êtes seul, mais pire encore, et là on y viendra dans un autre témoignage, c'est qu'au travers des réseaux sociaux, vous voyez que, encore une fois, votre famille, vos amis, toutes les personnes qui vous sont chères, les personnes avec qui vous partagez énormément, partagent tout ça entre eux sans vous. Vous voyez le bonheur sur leur visage, vous voyez leur sourire, vous voyez que tout ce que vous faisiez ensemble, ils le font sans vous. Et là, la seule chose que vous dites, c'est ils n'ont pas besoin de moi, ils m'ont oublié, ils m'ont mis de côté. Et ça va créer un problème psychologique, ça va créer effectivement un problème mental qui va se répercuter sur votre morale, sur votre santé pour certaines. Encore une fois, on va revenir sur l'anorexie, certaines opères ne s'alimentent plus. C'est pour ça que j'encourage tous les opères, toutes les personnes qu'ils peuvent, à offrir au maximum leur temps à toutes ces opères qui, elles, sont mises de côté. Beaucoup d'opères aujourd'hui vont passer Noël seules, n'ont pas de plan, resteront chez elles. Si vous avez, vous, l'opportunité d'inviter ces opères à passer Noël avec vous, partagez un peu de ce temps, un peu de cette bonne humeur, un peu de cette joie, un peu de cet esprit de Noël, cet esprit de fête de fin d'année avec elle, je vous invite à le faire. Pour revenir sur Charline, qui effectivement était en rematch au bout de 2 mois, pendant Noël, forcément le moral en prend un coup. Un peu homesick, elle m'a expliqué qu'une fois qu'elle avait sa nouvelle famille, tout allait très bien. Son expérience s'est passée correctement, tout allait très bien. Et puis, encore une fois, ses parents sont venus aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font chier les parents? Putain, on se casse 1 an pour plus les voir et ils arrivent encore à venir nous faire chier. Truc de ouf. Elle a passé un très bon moment avec ses parents et elle m'a expliqué qu'une fois ses parents partis, elle a pris la plus grosse claque dans sa gueule de sa vie, le plus gros homesick de sa vie, que c'était une horreur et que ça a duré 2 semaines. Maintenant, on va parler de Marie. Marie, c'est un peu différent, c'est très différent d'ailleurs, et beaucoup d'entre vous ne comprendront pas ce point de vue, et c'est aussi le mien. Marie, c'est une personne qui a passé son année d'opère comme tout le monde, qui n'a ressenti aucun homesick. Aucun. Rien. Que dalle. Rien du tout. Par contre, elle est retournée en France. Et au bout de 2 mois en France, homesick. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous comprendront pas. Et pourtant, c'est d'une évidence évidente pour toute personne comme elle, comme moi, qui effectivement me sent mieux à l'étranger. Et d'ailleurs, elle m'a dit elle-même, je suis mieux ailleurs, en m'expliquant que c'était dur à décrire, que c'était dur à expliquer, mais qu'elle sentait qu'elle n'avait pas sa place ici. Margot a été en psych après 1 mois et demi. À 1 mois et demi de l'aventure, elle commençait à se sentir mal, effectivement, avoir des grosses baisses de morale, et principalement à cause des réseaux sociaux et à cause des personnes qu'elle a laissées en France. Et je cite, « Voir mes amis vivre sans moi, continuer à vivre sans moi, était dur. » Et pire encore, Margot me disait, « Je me sentais seule et spectatrice de leur vie, sans pouvoir agir dedans. » Et ici, c'est quelque chose qui, moi, me frappe beaucoup. Beaucoup d'opères sont physiquement ici aux États-Unis, travaillent en tant qu'opères ici aux États-Unis, font leur boulot, mais leur tête, leur pensée, tout ça, tout est resté en France. Tout est resté en France. Et donc, on tombe sur des personnes qui ici vivent aux États-Unis, qui, malgré elles, vivent leur expérience au travers des yeux de personnes qui sont restées dans son pays d'origine. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous arrêtiez de faire. Ça, c'est une des premières raisons qui fait que beaucoup d'opères n'avancent pas. Beaucoup d'opères sont tellement bloquées dans leur vie française, dans ce qui se passe en France, dans ce qu'elles loupent, que c'est quelque chose qui devient maladif. Vous vous amusez sans moi, je ne suis pas là. Et encore une fois, ça va créer ce sentiment d'être optionnel, qu'on peut juste te mettre de côté, que tu es une personne pas si importante que ça au final, et que tu sois là ou non, ça change rien. Mais non, vous partez 1 an à l'étranger, parfois 2, parfois 1 an et demi, parfois 1 an et 9 mois, parfois vous partez beaucoup plus longtemps. J'ai des amis qui sont venus au pair ici 2 ans, qui sont repartis au pair en Australie, puis au Canada, puis en Angleterre, et c'est très bien. Mais n'oubliez pas que la vie qui se passe en France
votre vie qui se passe aux États-Unis sont deux choses complètement différentes. Bien sûr que non. La Terre s'arrête pas de tourner parce que vous êtes ici. Et vous pouvez pas attendre de gens qu'ils ne s'amusent plus, qu'ils ne vivent plus leur vie parce que vous n'êtes plus là. Je sais que c'est dur comme situation. Une autre situation compliquée, c'est de perdre un proche à l'étranger. Ça arrive beaucoup. Des gens décèdent tous les jours, des amis, des proches, proches de la famille, des gens qu'on connaissait moins bien, qu'on adorait, qu'on n'aimait pas. Et c'est vrai qu'un sentiment général, c'est j'aurais dû être là. Je regrette de ne pas être là. J'aimerais pouvoir aider, j'aimerais pouvoir apporter quelque chose. Certains au pair même se disent j'aurais pas dû partir. J'aurais dû être là, je n'aurais pas dû être aux États-Unis. Le problème c'est que si tu commences à vivre ta vie comme ça, tu la vivras jamais. Et puis il y a un autre sujet, Ali qui m'a dit moi je suis food sick. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mentionne pas suffisamment de façon assez importante. Je sais pas si c'est propre à la culture française, étant donné qu'on a une culture gastronomique qui est incroyable, qu'on a une nourriture, nous en France, qui est quand même fantastique. Et même sans parler de la France en général, nos amis maghrébins, d'origine maghrébine, d'origine de je ne sais où, de partout, indiens, etc., vous avez vous vos plats typiques, vous avez vous vos plats familiaux que vos parents, vos grands-parents vous faisaient pour les fêtes, pour juste quand vous allez les voir, et c'est effectivement des petites choses qui peuvent vous manquer. Forcément, si en tant que Français tu veux aller à New York, tu veux prendre une raclette ou je ne sais quoi, ça va te coûter 40 $ dans un restaurant et c'est pas un truc de ouf. Peut-être que si tu veux manger un tagine, peut-être que si tu veux, je sais pas, peut-être que je dis des conneries, j'en sais rien, un couscous, tu vas dans un truc un peu cheap et c'est pas la saveur que tu connais. Et c'est pas pour rien si pendant les guerres, si pendant les conflits, on coupe les vivres et on coupe la nourriture. C'est-à-dire qu'un peuple qui n'est pas nourri correctement, un peuple qui n'est pas nourri à sa faim, va être énervé, en colère, extrêmement frustré, va être extrêmement fatigué, le moral au plus bas, et ça va créer effectivement un besoin d'en avoir rien à foutre, et de se dire, bah voilà, ma vie c'est de la merde. Parce que j'ai la chance encore une fois d'avoir un host qui travaille de 5h30 du matin jusqu'à 18h le soir, qui bosse 12 heures par jour, et une fois qu'il est rentré à 18h, il monte se changer et il descend cuisiner. Et il peut cuisiner pendant 1 heure, 1h30, 2 heures parfois. Et tous les soirs j'ai de la viande, du poisson, du riz, des pâtes, J'ai une chance incroyable. Mais j'ai des opères. J'ai leur host qui arrive quand même à faire cuire des pâtes sans eau. Ouais. Des opères qui bouffent du plastique, qui bouffent des trucs commandés, des trucs de la bouffe de merde, des pizzas tous les jours. J'ai des opères qui peuvent pas manger. Ou alors on en parlait, des gens qui mangent gluten-free, fat-free, tout ce... Bref, il n'y a rien. En gros, tu fais bouillir de l'eau et tu manges de l'eau. C'est tout ce qu'ils mangent. Ils mangent de l'eau. Si effectivement vous êtes dans ces cas-là, je vous invite à contacter vos LCC ou en tout cas à en discuter avec vos hosts, avec votre famille. C'est quelque chose qui est très important et j'estime, de mon point de vue, que beaucoup de problèmes pourraient être résolus et évités en passant par la communication. C'est quelque chose qui n'est pas assez pris au sérieux, mais la communication, c'est extrêmement important. Et puis il y a Anaëlle qui m'expliquait qu'effectivement, ça faisait 2 mois qu'elle était là, donc au 21 octobre, aujourd'hui on est le 21 décembre, et elle m'expliquait que ça allait pas du tout, que la training school c'était la pire épreuve de sa vie, les 3 jours étaient juste horribles, qu'elle pleurait tous les jours, qu'elle appelait son copain et ses parents plusieurs fois par jour pour essayer de la rebooster, et que même ça y faisait rien. Et que voilà, la training school était une horreur, et elle est enfin arrivée dans sa famille d'accueil. Et là le mot est fort, elle m'a dit que c'était une renaissance. Le mot est extrêmement fort, le mot est très bien choisi, et le mot démontre absolument tout ce qu'il y a à démontrer. À la training school, elle s'est dit que c'était impossible qu'elle passe l'année comme ça. C'était impossible qu'elle puisse passer l'année. Une fois arrivée dans sa famille, elle m'a dit, bon, je passerai pas 1 an c'est sûr, mais je peux au moins essayer de passer 2-3 mois. Elle me disait, je me sentais bien, mais vraiment pas comme chez moi du tout. C'est normal. Et puis, il y a eu le déclic. Elle m'expliquait qu'elle discutait avec une amie et qu'elles se sont dit, bah écoute, on se laisse jusqu'à janvier, on laisse passer les fêtes, on laisse passer décembre, on laisse passer Noël, on laisse tout passer, on laisse jusqu'à janvier, et en janvier on fait le point. Et si vraiment ça va pas, on s'en va. Et vous savez quoi? Depuis qu'elle s'est mise ça en tête, elle a commencé à profiter à fond de son aventure. Elle a commencé à profiter à fond de tout ce qu'elle faisait, de tout ce qu'il y avait. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait commencé à faire des plans, qu'elle avait commencé à voyager, qu'elle voulait aller à Washington, à New York, à Boston, un peu partout, et que maintenant, il était hors de question qu'elle parte avant d'avoir fini son année. Avant d'en venir aux solutions, entre guillemets, j'aimerais surtout venir sur quelque chose. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes plus ou moins intéressé par le sujet, et je vous en remercie. C'est important pour vous, mais c'est important pour ceux que ça touche. Peut-être que ça vous touche vous, mais il y a une chose aussi qui est super importante, c'est que les gens qui sont touchés par la homesickness, qui sont touchés par ce mal du pays, n'en parlent pas. Ces gens, effectivement, le mettent de côté, minimisent les problèmes que ça peut avoir, minimisent l'impact que ça peut avoir sur leur vie, sur leur entourage et sur leur expérience. Je vous invite, vous, qui êtes touchés par ce phénomène, vous, effectivement, qui avez ce petit coup au moral qui fait que ça commence à durer 1, 2, 3 jours, d'en parler. Pas forcément à vos hosts, pas forcément à votre famille, pas à vos amis en France, mais à des opères, à des gens qui vous comprendront, à des gens qui ont vécu la même chose, à des gens qui étaient présents, à des gens qui sont à vos côtés, des gens qui vous écouteront pour vous dire oui, je comprends ce que tu me dis, et oui, on peut chercher des solutions ensemble. Une chose qui m'a marqué dans ces 50 messages, sur 35 personnes qui ont partagé leur expérience avec moi, qui ont partagé leur douleur. Mais plus important, et je vais revenir sur ce mot beaucoup plus souvent,
leur souffrance. Parce que ces personnes sont en souffrance. Je sais que c'est long, c'est très long comme vidéo, c'est très lourd, mais c'est important que j'en parle. C'est important d'en parler et c'est important surtout d'entendre que c'est quelque chose de normal. Encore une fois, on m'a dit récemment, ouais, je crois que t'es un psychologue pour Cultural Care. Non, je suis un au pair, comme toi. Sauf que peut-être que j'apporte beaucoup plus d'importance aux autres que tu ne le fais. Et par rapport à ça, si jamais tu te sens touché par quelque chose comme ça, si jamais tu sens que t'as pas le moral, mais que t'as pas envie d'en parler aux gens autour de toi, que t'as pas envie d'en parler aux gens que tu connais, t'as mon Snapchat juste en dessous, Kura, Kura-FTW. T'as ma page Facebook juste en dessous également, dans la description. Tu m'envoies un message et c'est avec plaisir que je te répondrai, c'est avec plaisir que tu seras écouté, tu seras entendu et un minimum comprise. Maintenant, par rapport aux solutions, il n'y a pas de miracle. En revanche, il y a beaucoup de choses que tu peux faire au quotidien. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans ta vie de tous les jours qui vont te permettre, toi, d'aller mieux dans ta tête. Premièrement, c'est la sociabilisation. Il faut te sociabiliser, il faut une vie sociale, il te faut une routine. Le mardi, ici, c'est Taco Tuesday. Donc le mardi, on va manger tacos avec les potes, on se retrouve tous là-bas, on mange tacos. Le jeudi, à un bar, il y a hot dog gratuit. Donc tous les jeudis, on est au bar là-bas. Le vendredi, on sort. Le samedi, on va à New York. Le samedi soir, on sort. Le dimanche, soit je fous rien, soit on sort. Sur ton emploi du temps, je sais que je bosse pas de 8h30 jusqu'à 14h30. Donc, plus ou moins, assez souvent, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, le midi, vers 11h30 midi, je vais soit au Starbucks avec des opères, au Panera, ou ceci, ou cela, et je vois des opères pendant 1h, 1h30, on parle de tout, de rien, de n'importe quoi, avec un café à la main. Ensuite, je rentre, j'ai l'esprit libre. Le soir, si jamais je veux rien faire, je regarde une série, et tranquillement. Deuxième chose super importante, c'est de prendre soin de soi. Je m'explique. En plus de la routine, on va ajouter effectivement se prendre soin de soi, le fait de faire du sport. Si jamais tu fais de la fitness, si jamais tu fais de la musculation, si jamais tu veux juste t'entretenir, si tu veux faire de la danse, si tu veux faire autre chose, fais-le. C'est très important, on dit bien un esprit sain dans un corps sain, et c'est extrêmement vrai. Si jamais tu te libères la tête et tu vois autre chose, on va pas se mentir. Une opère qui se lève à 6h45, qui fait voilà, qui est fatiguée, qui va travailler jusqu'à 8h30, ensuite qui va monter dans sa chambre, qui va dormir jusqu'à midi, midi et quart, qui va descendre, peut-être vers 13h, 14h, elle va aller chercher ses gamins à l'école, elle bosse jusqu'à 19h30, après le dîner, bon voilà, elle retourne dans sa chambre, et à partir de là, bah, soit elle dort, soit elle regarde une série, et puis elle se dit que demain sera pareil. Et cette journée que je vous ai décrite, c'était juste lundi. Mais elle fera pareil mardi, et mercredi, et tous les jours qui vont suivre. Comment est-ce que tu veux ne pas déprimer? N'importe qui rentrerait dans un état psychologique déplorable avec une vie comme ça. Alors que tu te lèves le matin, 6h45, boum, toc, tu emmènes tes gamins à l'école, tu dors, tu te recouches jusqu'à 9-10h. 11h, tu prends ta douche, tu vas au Starbucks, tu t'amuses, tu rigoles, ceci, cela, tu vas chercher des gamins, boum, 19h. Bref, mets du piment dans ta vie. Tu vis aux États-Unis d'Amérique. Ça veut pas dire grand-chose pour beaucoup de personnes, mais sans déconner, même si t'es au pair ailleurs, en Australie, en Angleterre, ou n'importe où, si t'es plus au pair, mets du peps dans ta vie, sincèrement. Et pareil, sois positif. La positivité attire la positivité. C'est évident. Si t'es tout le temps négatif, il va pleuvoir de la merde, je t'assure. Et c'est franchement pas super agréable. Autre chose, beaucoup voyager. Alors ça, voyager c'est très important. Tu te ressources, ça te permet de voir autre chose, de découvrir autre chose. Être curieux, découvrir en général. Juste partir marcher, tu prends le métro, tu t'arrêtes quelque part et tu marches une demi-heure. Et puis tu regardes vraiment autour de toi. Pas ton téléphone à la main à prendre des photos, mais vraiment à regarder les bâtiments, à regarder l'histoire des bâtiments, à regarder les gens qui s'y baladent. Et ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'aérer la tête. Et tu vas revenir et tu vas te dire, bah putain ouais, voilà, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Et bien sûr, autre chose, gardez contact. Gardez contact avec les gens que vous avez en France, en Belgique, en Suisse, là où vous habitez, comme l'alcool, avec modération. Pourquoi je parle de modération? C'est super simple. Je vous parlais plutôt des personnes qui sont accrochées en France et qui n'arrivent pas à décrocher. C'est de ça que je parle. Des personnes qui sont tellement à fond sur leur vie qu'ils avaient en France et sur les gens. Vivre leur vie française en étant aux États-Unis à travers les gens en France, c'est une horreur. Et vous allez dans le mur. Être positif, voyager, avoir une routine positive, prendre soin de vous et garder contact avec votre famille et vos amis en France. Si vous continuez à faire ça au quotidien, je dis pas que vous allez éviter le homesickness, je dis juste que vous allez vraiment l'anticiper et que si jamais vous êtes tapé par le mal du pays, ça ira beaucoup plus facilement pour s'en remettre que si vous êtes là à broyer du noir constamment. Je sais que c'était long comme vidéo et je te remercie vraiment d'être encore là si jamais tu l'es. J'espère que le sujet t'a plus ou moins intéressé, que tu t'es peut-être senti visé, que tu t'es peut-être senti intéressé et que peut-être ta vision des choses a changé par rapport à ces gens qui vraiment souffrent et qui sont en pleine douleur. Encore une fois, si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, extrêmement important, à t'abonner, à la partager, si jamais t'as quelqu'un qui aussi
se sent pas bien. Et voilà, t'as envie de voir un mec habillé en rouge avec un bonnet de Noël, avec un gros sapin derrière, et puis qui parle, eh ben écoute, je suis là. Et surtout, à bientôt sur Au Pair Elsewhere, l'ABCDR du mec au pair.